Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans le monde scintillant de la joaillerie, mais avec une perspective un peu futuriste. 2026. Bonjour. Pour cette analyse, on a épluché pas mal de choses. Des articles de l'industrie, les prévisions d'un magazine de mode, un blog sur les tendances. Et même une thèse universitaire de Milan très poussée sur la durabilité. Exactement. Et la mission, c'est de comprendre les trois grandes forces qui sont en train de tout changer. La technologie, l'éthique et bien sûr le style. Oui, et 2026, c'est vraiment une année charnière. On est à un point où la technologie, elle change pas seulement l'apparence des bijoux, mais aussi leur histoire, leur âme en quelque sorte. C'est un changement de paradigme, quoi. Complètement. Alors, commençons par le plus visible, la technologie. J'ai l'impression que le premier contact du public avec ça, c'est la personnalisation. L'intelligence artificielle. Ah oui. Un des articles qu'on a lu, celui de J.M. Joulier, décrit ça comme un outil presque magique. L'IA permet de voir une bague en temps réel, de changer la pierre, le métal, avec des milliers de combinaisons. On peut même faire des essayages virtuels avec la réalité augmentée. C'est ça, c'est rapide, c'est précis, ça rend le sur-mesure beaucoup plus accessible, ce qui était avant réservé à une toute petite élite. Mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu l'âme du métier? Le dialogue avec l'artisan, le croquis. J'ai peur que l'IA rende ça un peu froid. C'est une crainte légitime, mais en fait, ce qui se passe en coulisses est encore plus impressionnant. L'IA, ce n'est pas qu'une jolie vitrine pour le client. C'est-à-dire? La thèse du Politecnico di Milano est très claire là-dessus. Les grandes maisons s'en servent pour analyser toute leur chaîne d'approvisionnement, pour évaluer les risques éthiques. Ah oui, d'accord. Ou même pour trouver de nouveaux gisements de façon plus écologique. Elles gèrent la complexité, ce qui libère l'artisan pour la partie vraiment créative. D'accord. Donc l'IA travaille aussi dans l'ombre. Et c'est là qu'on arrive à ce concept que j'ai vu partout, le passeport numérique du produit. Voilà. La vraie révolution, c'est la rencontre de l'IA et de la blockchain. Le passeport numérique, ou Digital Product Passport, c'est le résultat. Ok. Imaginez un carnet de santé numérique pour chaque bijou. Un registre inviolable qui retrace toute la vie de chaque composant. De la mine où la pierre a été extraite, à l'atelier, jusqu'à la boutique. Exactement. La chaîne d'approvisionnement a toujours été un labyrinthe très opaque. La blockchain, elle, vient mettre de la lumière là-dedans. Donc c'est beaucoup plus fiable qu'un simple certificat en papier. On sait que certains systèmes, comme le processus de Kimberley pour les diamants de conflit, ont eu leurs failles. C'est le jour et la nuit. Un certificat papier, ça peut se falsifier, se perdre. La blockchain, elle, crée une chaîne de preuves numériques qui est infalsifiable. C'est un saut énorme en matière de transparence. Attendez, en lisant la thèse, je suis tombé sur une expression qui m'a bluffé. Le test de paternité ADN sur les émeraudes. Là, on est dans la science-fiction, non? Et pourtant, c'est une réalité de laboratoire aujourd'hui. C'est fou. C'est une technique de pointe, oui. En gros, les scientifiques analysent les inclusions fluides dans la pierre. Ce sont de minuscules poches de liquide piégées dedans quand elle s'est formée. D'accord. Et cette composition est unique à chaque gisement. C'est une signature chimique, une sorte d'empreinte digitale géologique. Donc on peut prouver scientifiquement qu'une émeraude vient de cette mine précise en Colombie et pas une autre. C'est exactement ça. L'histoire de la pierre est inscrite dans sa structure, à un niveau quasi moléculaire. L'argument du « on ne pouvait pas savoir » ne tient plus. Et toute cette technologie, tout cet argent investi dans la traçabilité, ça doit bien répondre à une demande. Les consommateurs sont devenus si exigeants. Ils le sont devenus, oui. Et c'est la deuxième grande force qui transforme tout. L'impératif éthique et durable. C'est une lame de fond. La thèse mentionne une étude de Beers qui est très parlante. La joaillerie, c'est la troisième catégorie de produits, après l'alimentaire et les vêtements, où la durabilité est un critère d'achat majeur. Ah oui, quand même. Les clients, surtout les millennials et la Gen Z, ils veulent un bel objet bien sûr, mais un objet qui a fait le bien, ou qui n'a pas fait de mal, et ils sont prêts à payer plus pour ça. Et ça se traduit comment, concrètement, dans les vitrines? Principalement par deux choses. La première, c'est l'essor spectaculaire des diamants de synthèse, ceux créés en laboratoire. D'accord, les diamants de synthèse. Ils sont moins chers, plus éthiques. Sur le papier, c'est parfait. Mais est-ce que ça prend vraiment? Il n'y a pas toujours cette barrière psychologique, ce désir de la vraie pierre? C'est une excellente question. C'était le principal obstacle il y a 10 ans. Ouais. Mais ce que les sources montrent, c'est que la mentalité a complètement basculé.
Pour les jeunes, le romantisme, il est plus dans l'origine éthique que dans l'origine géologique. Je vois. Un diamant de labo est physiquement et chimiquement identique à un diamant de mine. Il brille pareil, sauf qu'il coûte 30 à 40% moins cher et, surtout, il vient avec une conscience tranquille. C'est devenu un choix moderne. Et l'autre grand changement? C'est l'utilisation quasi systématique de métaux précieux recyclés. L'or, le platine, ça se recycle à l'infini, sans perdre en qualité. Utiliser de l'or recyclé, ça réduit l'empreinte carbone de manière drastique. C'est devenu la norme. D'accord. Et pour les pierres qui sont encore extraites, comme les rubis ou les saphirs? Alors là, c'est le deuxième pilier, l'approvisionnement responsable. La TGE est très directe sur les impacts de l'extraction de ces pierres de couleur. Le secteur est beaucoup moins réglementé que celui du diamant. On y parle de conditions de travail souvent désastreuses. Donc si je résume, la technologie dont on parlait au début, c'est pas juste un gadget. C'est l'outil qui permet de rendre cet engagement pour la durabilité concret et vérifiable. Précisément. Elle apporte la preuve et la responsabilité qui manquaient. La boucle est bouclée entre la tech et l'éthique, en fait. Exactement. Le passeport numérique, il ne fait pas que certifier un diamant. Il incarne une promesse de valeur éthique qui est devenue tout aussi importante que la valeur marchande du bijou. Bien. On a parlé de l'invisible, de ce qui se cache derrière la pierre. Mais venons-en au visible. En lisant les sources sur le style, j'ai eu l'impression que le minimalisme était mort et enterré. On peut dire qu'il prend des vacances prolongées. Toutes nos sources sont unanimes. C'est le grand retour du maximalisme. Le bijou n'est plus un accessoire discret, il est la pièce maîtresse. Voilà, c'est le point de départ du look. C'est une affirmation de soi. Alors, décortiquons ça un peu. La première chose qui frappe, c'est le retour en force de l'argent. Mais pas le petit pendentif, hein. On parle de formes sculpturales, audacieuses, architecturales presque. Des boucles d'oreilles surdimensionnées, des manchettes. La devise, c'est « Bigger is better ». Oui, c'est une réaction à des années de finesse. Et cette audace, elle passe aussi par la couleur. C'est une vraie explosion chromatique. Les pierres précieuses, vives, émeraudes, saphirs, citrines sont partout. On parle d'une explosion de joie. C'est ça. Et on voit aussi le retour de l'émail coloré. Cette technique ancienne qui permet d'appliquer des couleurs très vives sur le métal. Ça donne un rendu très artistique. Et puis il y a la façon de les porter. C'est fini les règles strictes. Les magazines encouragent à accumuler, à superposer des colliers de différentes longueurs. À empiler les bagues. Et surtout, le grand tabou est tombé. On peut mélanger l'or et l'argent. Enfin, on a le droit de porter sa bague en platine avec ses bracelets en or jaune. C'est plus un crime de lèse-majesté stylistique. Plus sérieusement, c'est révélateur d'une approche plus personnelle, non? Moins codifié, absolument. Et ça rejoint une autre tendance de fond. Le bijou doit raconter une histoire. C'est ça. Le retour des charmes, des médailles gravées, des pierres de naissance. Oui, le bijou redevient un talisman, un objet porteur de sens, de souvenirs. On choisit un charme pas parce qu'il est à la mode, mais parce qu'il symbolise un voyage, une rencontre. C'est une joaillerie beaucoup plus intime. On voit aussi pas mal d'inspiration vintage, non? Le style art déco avec ses lignes géométriques, surtout pour les bagues de fiançailles. Oui, c'est un classicisme revisité. Et il y a une dernière tendance, plus sociétale, qui est très importante, l'essor des bijoux non genrés. Ah oui, on ne parle plus de collections hommes ou femmes, mais de pièces conçues pour tous. Des chaînes, des bagues au design épuré. Ça reflète une évolution culturelle profonde vers plus de fluidité. C'est fascinant. Si on rassemble tout ça, la technologie qui prouve, l'éthique qui donne du sens et le style qui exprime, l'image qui se dégage, c'est celle d'un bijou qui a gagné une profondeur incroyable. C'est tout à fait ça. Il n'est plus seulement un objet de parure, c'est devenu un concentré d'informations, un porteur de valeur. Sa beauté extérieure est maintenant inséparable de sa beauté intérieure. C'est-à-dire son intégrité éthique et la signification qu'on lui donne. Voilà. Le parcours du bijou est devenu aussi précieux que ses matériaux. Et pour conclure, ça m'amène à une dernière pensée. Une de nos sources souligne que les bijoux sont de plus en plus vus comme un investissement, et pas seulement sentimental. Je suis curieuse de voir où ça nous mène. Eh bien, si ce fameux passeport numérique peut documenter toute l'histoire d'un bijou, et si cette histoire fait maintenant partie de sa valeur, qu'est-ce qui se passera quand ce bijou sera transmis ou revendu? On pourrait imaginer que ce passeport continue de s'enrichir, qu'il accumule de nouveaux chapitres, traçant son voyage à travers les générations. Ah oui, c'est une idée intéressante. À l'avenir, la bague de notre grand-mère pourrait être évaluée pas seulement pour ses carats, mais aussi pour l'histoire vérifiable des vies qu'elle a accompagnées.
On créerait une nouvelle forme de patrimoine, à la fois émotionnel et financier. La valeur d'un bijou pourrait alors résider autant dans sa mémoire que dans sa matière.